Avant de commencer, je tiens juste par avance à m'excuser de ce que les traductions des dialogues étant non crues, elles perdent hélas beaucoup en efficacité et en qualité. Mais certaines des images que je vous projeterai vous donneront néanmoins accès aux dialogues originaux, tout en vous nous épargnant autant que faire se peut mon accent en anglais qui est vraiment pas très bon. Donc dans le cadre de cette réflexion sur la figure de la femme ingouvernable, il me paraît fort pertinent d'analyser la série télévisée britannique The Fall, créée par Alan Cubitt, et dans laquelle Gillian Anderson, la magnifique, incarne l'équivalent d'une inspectrice en chef qui, tout en adoptant le code de la féminité conventionnelle, parvient néanmoins à asseoir progressivement une véritable autorité au sein d'une hiérarchie policière par définition essentiellement masculine et à défier les relations de pouvoir et de domination qui la structurent. N'acceptant aucune forme de silenciation ou de minoration, posant divers gestes de solidarité avec les autres femmes, assumant parfaitement une sexualité fluide et déconnectée de toute forme d'engagement marital, Stella Gibson est ouvertement féministe et la série ne la punit jamais pour cela. Elle montre en revanche sans phare les difficultés que cela lui crée, des micro-agressions quotidiennes jusqu'aux menaces de violences sévères, sans jamais la confiner à un archétype limité ni la réduire à sa seule fonction. Toute la série opère un renversement, à la fois frontal dans le propos et subtil dans la forme, des codes de la série policière, particulièrement celle où un ou une spécialiste du profilage de tueurs en série traque l'auteur de féminicides brutaux. J'essaierai ici de donner à voir comment l'écriture de The Fall subvertit une forme de divertissement essentiellement fondée sur le trope des femmes dans le frigidaire, et non seulement déjoue les attentes et projections du public à cet égard, mais les met également graduellement en évidence. La série n'a ainsi de cesse de rattacher ces meurtres à un continuum global de violence masculine à l'égard des femmes, continuum auquel appartiennent précisément toutes ces fictions qui banalisent ou fétichisent la violence masculine et les corps féminins suppliciés. J'espère ainsi, au travers de l'analyse de cette fiction spécifique, donner des pistes pour penser une écriture féministe au sein même de cadres qui ne semblent pas a priori propices à son développement. Qu'il me soit permis de commencer par une spoiler alert, c'est-à-dire par vous prévenir que je vais dévoiler un certain nombre d'enjeux, de répliques et de rebondissements, ce qui peut éventuellement gâcher en partie votre expérience si vous comptiez déjà regarder cette série. Qu'il me soit aussi permis d'ajouter un trigger warning, c'est-à-dire un avertissement concernant du contenu potentiellement déclencheur, notamment pour des survivantes de traumas, ici des traumas liés au viol ou à l'agression sexuelle. J'en profite incidemment pour souligner qu'il est tout de même étonnant que personne ne se soit jamais inquiété ou offusqué de ce que l'on annonce le dévoilement de ressorts dramatiques afin de permettre à quiconque le souhaite de conserver intacte sa découverte de l'objet artistique dont il est fait la critique, ce qui est l'objet du spoiler alert, alors que la mention d'un contenu potentiellement déclencheur continue de soulever des objections à mon sens incompréhensibles, comme si les trigger warnings relevaient de la censure, ce qui est absurde puisque par définition, il précède la mention ou la monstration explicite de sujets sensibles. Pardon, je pense à un ancien collègue. Ceci étant dit, de par la nature de cette série, et bien que je tienne à ne pas m'appesantir sur des descriptions malaisantes, il va m'être impossible d'éviter totalement la mention d'actes de violence sexuelle et je préfère vous en prévenir. Une série qui repose sur la traque d'un tueur sociopathe et sadique qui laisse sur son chemin un nombre croissant de victimes féminines n'est pas exactement, il faut bien le dire, la définition que l'on attendrait d'une série féministe. La majorité des fictions de ce type reposent en effet sur ce qu'Anita Sarkeesian, à la suite de Gail Simone, appelle le trope des femmes dans le frigo, qui consiste à mutiler ou tuer, généralement avec force détails macabres, des personnages féminins sans véritable individualité ni substance, par unique souci de créer des enjeux pour des protagonistes masculins. Un des premiers détournements opérés par The Fall réside justement dans la volonté de ne jamais faire des victimes d'anonymes cadavres sans trace d'humanité, mais au contraire de rappeler que ces femmes étaient des personnes à part entière, reprenant ainsi l'adage « Feminism is the radical notion that women are people ». Le féminisme est la notion radicale que les femmes sont des personnes. Si l'un des personnages traite effectivement les femmes en objet au sein de la série, il est néanmoins tout à fait clair qu'elles ne le sont pas par la série elle-même. Celle-ci va en effet utiliser un grand nombre de tropes typiques des séries policières pour mieux les faire voler en éclats, et le plus souvent par le biais de son personnage principal, Stella Gibson. Celle-ci donne le ton dès sa première apparition. Ah zut, la flash, il n'y a plus de... D'accord. Pardon, il n'y a plus de bouton sur la flash. Donc voilà, celle-ci donne le ton dès sa première apparition. Attendue à l'aéroport de Belfast par un homme portant un panneau avec le seul nom Gibson, on le voit ici,
Elle lui demande « Would that be Detective Superintendent Gibson ?» Autrement dit, elle exige d'être traitée sans la moindre familiarité et avec le respect que son rang dans la hiérarchie policière commande. Ajouter l'acronyme DS devant son nom de famille est une marque de déférence que son interlocuteur n'aurait sans doute pas omise s'il était venu chercher un homme. Nous avons également immédiatement accès à la nature très retenue de la performance de Gillian Anderson, celle-ci ne venant en effet jamais surdéterminer l'effet de ses paroles par une interprétation redondante. On aurait donc tort de prendre pour de la passivité cette retenue, puisque cette économie de gestes et de paroles s'avère d'une irrévérence d'autant plus explosive qu'elle semble feutrée. Cette scène dresse immédiatement le portrait d'une femme consciente d'être dans un monde d'hommes, organisé par et pour eux, et nous la verrons sans cesse lutter de toute son intelligence contre cet état de fait. Le sexisme qui structure la société et ses institutions, notamment les forces de police, ne s'exprime généralement plus ouvertement, mais passe par nombre de micro-agressions, de présupposés asymétriques et de lieux communs qui minent toute possibilité d'égalité pour les femmes, voire les mettent véritablement en danger lorsqu'elles sont vulnérables et que leur crédibilité est mise en doute. On en parlait déjà. Les femmes le savent et reconnaissent ces situations, dans la vie réelle aussi bien que dans les fictions, mais se taisent souvent tant ces signes de leur infériorisation sont omniprésents. Or, Stella a ceci d'admirable qu'elle ne laisse pas passer la moindre marque de sexisme, aussi bienveillant qu'il puisse se croire, sans la souligner, la commenter et la déconstruire. Jamais elle ne l'ignore ou ne laisse croire qu'elle pourrait y adhérer. Ce qui lui vaut de nombreuses répliques fantastiques, comme lorsqu'elle reprend un de ses supérieurs hiérarchiques alors qu'ils rédigent ensemble un communiqué de presse sur les meurtres. Lui souhaite en effet parler de victimes innocentes, trahissant ainsi un jugement sur la moralité de ces femmes. Stella en débusque immédiatement les impensés sexistes et fait retirer le mot. Que se passera-t-il s'il tue une prostituée la prochaine fois, ou une femme qui rentre chez elle tard la nuit, saoule et en jupe courte? Les médias adorent diviser les femmes en vierges et en vampes, en anges et en putes. Ne les encourageons pas. Cette acuité et ce courage de dire font du personnage de Stella Gibson un révélateur implacable de la misogynie et de ses effets délétères. Qui plus est, elle défie les tropes habituels sur les femmes en position de pouvoir, la froideur, l'ambition démesurée, l'absence d'empathie, etc. Et sur celles qui, obnubilées par leur carrière, lui sacrifient toute vie personnelle, ce qui renforce évidemment l'idée que les femmes ne peuvent pas tout avoir. Elle n'est ni froide ni démesurément émotionnelle, et surtout, ses émotions ne s'expriment pas là où ses collègues masculins les attendent, voire les exigent. Elle n'a pas non plus d'addiction destructive. On la voit parfois boire un verre, mais rien n'indique la dépendance, ou nager tôt le matin sans que cette discipline ne soit une ascèse. Elle n'est pas non plus exempte de défauts, l'écriture évitant intelligemment le piège d'en faire une de ces femmes fortes, unidimensionnelles et sans complexité psychologique, telle qu'Hollywood en a accouché en série lorsque l'absence de personnages féminins signifiants s'est faite par trop criante. The Fall ne fait pas non plus de Stella un objet sexuel, mais un sujet désirant. Si sa tenue, chemise échancrée, jupe crayon, talons aiguilles, semble se conformer à des attentes masculines, il est à noter qu'elle est quasiment identique tout au long des épisodes, ce qui fait rapidement de son habillement un non-sujet. Qui plus est, Stella se sait objet de regard masculin, mais elle décide d'en renvoyer la responsabilité aux hommes qui les posent. Elle assume totalement sa sexualité. On la voit ici parler à un inspecteur de police qu'elle a vu depuis exactement 30 secondes. Mais voilà, il est fort charmant. Donc, elle lui dit où elle est et dans quel genre. Donc, elle assume totalement sa sexualité, en dicte clairement les termes auprès de ses partenaires, n'est pas en recherche d'une relation de couple et semble tout aussi à l'aise avec les femmes que les hommes, même si la série nous épargne habilement une scène de sexe lesbien qui aurait sans doute difficilement pu échapper au male gaze. C'est une de mes scènes préférées, où la médecin légiste était toute seule dans le bar de l'hôtel, et il y a évidemment un gars qui arrive avec 2 cocktails qui veut absolument essayer de l'emballer. Là. Et Gillian Anderson arrive, prend les 2 verres, et lui dit « Merci, merci, amenez-en d'autres ». Et donc le gars est comme « Mais je suis pas le serveur ». Elle le regarde juste en disant « Mais alors pourquoi vous restez là ?» C'est très beau. Juste un petit mot sur le male gaze, qui est un concept que je réutiliserai. Il s'agit d'un concept forgé en 1975 par Laura Mulvey dans son article « Plaisir visuel et cinéma narratif », et qui a beaucoup été repris par les critiques féministes pour l'éclairage qu'il apporte sur le statut d'objet des personnages féminins, à la fois dans la tradition cinématographique et picturale, qui sont tous deux entièrement structurés par le regard masculin, en tout cas historiquement.
notamment dans le cinéma, ceux du personnage masculin principal, de l'artiste, de la caméra et du spectateur étaient faits pour se superposer et se confondre. J'en suis pas. Alors, donc l'agentivité sexuelle de Stella crée évidemment beaucoup d'inconfort chez ses collègues masculins et révèle les doubles standards culturels liés aussi bien à l'aventure d'une nuit qu'à l'infidélité. Il s'avère en effet que le premier amant de Stella à Belfast, un jeune inspecteur assassiné peu après la liaison, est marié et père. Après sa mort, Stella est donc interrogée par un collègue qui souhaite connaître ses relations avec lui et qui semble partager entre le soupçon et l'incrédulité lorsqu'elle lui explique la nature très limitée de leurs échanges. Là encore, elle résume parfaitement et avec concision les enjeux. Un homme baise une femme, sujet un homme, verbe baise, objet une femme. C'est ok. Une femme baise un homme, une femme sujet, un homme objet. Ça n'est plus si confortable pour vous, n'est-ce pas? Et quand un autre collègue et ancien amant la tense vertement d'un « c'était un homme marié Stella », elle lui rétorque simplement d'abord que c'était son affaire. Et ensuite, elle dit à ce collègue « toi aussi, tu étais marié la nuit où tu es venu dans mon lit », redonnant ainsi à chacun la liberté, mais également la responsabilité qui lui échoit. Il essaie notamment de lui faire, en allant dans la salle de bain des femmes, il essaie de lui faire la leçon en disant « tu te rends pas compte de l'effet que tu fais aux hommes, j'aurais quitté ma femme, mes enfants pour toi », elle lui dit juste « ça aurait été une erreur ». L'expression la plus outrancière et la plus létale de la violence misogyne reste évidemment les gestes du tueur lui-même, puisqu'il épie, suit, torture et tue des femmes dans la trentaine, toutes des brunettes menant une brillante carrière professionnelle, puis dispose leur corps lavé et maquillé qu'il photographie au cours d'un rituel à prétention artistique. C'est justement cette prétention que Stella détruira en lui assénant « Vous essayez de dignifier ce que vous faites, mais c'est juste de la misogynie, une violence séculaire contre les femmes. » Et lorsqu'il se défend d'être un violeur, sous prétexte de n'avoir pas commis de gestes ouvertement sexuels sur ses victimes, elle le reprend sans même hausser le ton. « You violate them, you're a rapist. » Ça, c'est difficile à traduire. Mais cette violence paroxystique n'est nullement la seule, ni surtout la plus répandue. De la femme battue par son mari qui fait irruption dans le refuge où elle a été placée, dans une scène vraiment très éprouvante, jusqu'à la prostituée frappée au sang par l'un des investisseurs à qui elle était fournie lors d'une transaction d'affaires, le tout sous la protection de policiers corrompus, en passant par le traitement médiatique réservé à une Stella finalement obligée de porter l'uniforme en conférence de presse par souci de crédibilité, les situations varient de la violence symbolique à la maltraitance avérée et révèlent l'ordinaire brutalité qui habite la vie des femmes. C'est ainsi que la série donne à voir ce que Patricia Romito, dans son livre Un silence de morte, nomme le continuum des violences masculines à l'égard des femmes. La scène la plus explicite à cet égard montre un collègue s'inviter tardivement et en pleine rechute alcoolique dans la chambre d'hôtel de Stella et tenter par la force de lui extorquer du sexe. Très loin de l'image stéréotypée des femmes se débattant en vain, Stella applique un unique geste d'autodéfense qui manque de casser le nez de Jim. Quelques jours plus tard, le même Jim tente de la convaincre de ne pas mener l'interrogatoire du tueur, arguant qu'elle doit se protéger car celui-ci serait un monstre. Elle lui répond alors en faisant clairement le lien avec sa propre tentative d'agression. « Tu peux choisir de voir le monde ainsi, si c'est ce que tu souhaites, mais tu sais que cela ne fait aucun sens pour moi. Les hommes comme Spectre sont on ne peut plus humains, on ne peut plus faciles à comprendre. Ce n'est pas un monstre, juste un homme. Je suis un homme et je prie Dieu pour n'avoir rien en commun avec lui. Non, tu n'es pas comme lui, mais tu es quand même venu dans ma chambre d'hôtel sans être invité et tu as tenté une sorte d'attaque alcoolisée contre moi. » Elle lui demande « Qu'est-ce que tu voulais ?» Alors là, elle fait une variation sur un certain nombre de mots. « Fuck me, Naomi, bang me, screw me. » Lorsqu'il tente vaguement de se défendre que ce n'est pas la même chose, la réponse de Stella est sans concession. « Non, ce n'est pas la même chose, mais tu as quand même franchi une limite. » Cette incapacité pour les femmes à voir leurs limites respectées par les hommes est omniprésente et partagée quelle que soit leur classe sociale, leur niveau d'éducation, leur degré de réussite et de reconnaissance professionnelle, et cela est une donnée réelle, vérifiée par toutes les enquêtes statistiques à ce sujet. Il y aurait tant à dire aussi sur la figure du tueur, d'autant plus dérangeante qu'il est père de famille, beau et charismatique, travailleur social au fait des analyses féministes de la violence, toute chose dont il se sert avec un cynisme total pour arriver à ses fins. Un plan le montre en train de prodiguer des conseils à une mère en deuil alors qu'il la dessine nue dans la marge de sa feuille de suivi. La façon aussi dont il utilise l'attraction d'une adolescente à son égard pour se créer des alibis est particulièrement glaçante.
Là encore, sa maîtrise du langage et de la psychologie et sa culture font de lui un prédateur particulièrement redoutable, qui ne peut pas tout à fait s'en rappeler Kilgrave par moment. On pourrait également analyser les autres personnages de femmes de la série, toutes complexes et intéressantes, ainsi que la façon dont leurs rapports sont de collaboration bien plus que de compétition. L'enquête fait par exemple un bond en avant grâce à un nouveau témoignage lié à une agression comparable des décennies plus tôt. Or, la survivante n'avait pas dénoncé son agresseur à la police, pour des raisons que l'on comprend d'autant mieux que la série nous a largement permis de constater le sexisme systémique de cette institution. Ce qui permet à ce témoignage de faire surface, c'est le dialogue de femme à femme. The Fall donne ici un aperçu de la puissance, sinon constamment invisibilisée, de la solidarité et de la mémoire collective féminine comme résistance active à la violence patriarcale. La série n'est certes pas exempte de défauts. L'intégralité du cast, à l'exception d'un personnage, la médecin légiste qu'on a vu tout à l'heure, est blanc. Et la réalisation se fait parfois complaisante lorsqu'elle suit longuement les actions du tueur. Deux choix assez questionnables lorsque l'on sait d'une part la diversité des communautés, certes très minoritaires mais néanmoins présentes, habitant Belfast, et de l'autre la prévalence du male gaze dans nos imaginaires. Mais la question que The Fall pose à son public est inconfortable et essentielle. Pourquoi nous divertissons-nous tant, collectivement, de la représentation en série de la misogynie la plus compulsive et meurtrière? Pourquoi ce type de fiction a-t-il un tel attrait, au point d'informer nos attentes et nos projections? L'intelligence d'Alan Cubitt est précisément de jouer avec celle-ci, en nous présentant dès le premier épisode un montage alterné des actions du tueur et de Stella, dans un chassé-croisé évoquant une parade amoureuse, pour mieux déconstruire cette attente. Ainsi, lorsque le nouvel amant de Stella confesse être fasciné par le tueur et interroge celle-ci afin de confirmer qu'elle l'est également, elle lui répond avec la lassitude de qui redoute une telle question. Une femme, j'ai oublié qui, a demandé à un ami pourquoi les hommes se sentaient menacés par les femmes. Il a répondu qu'il craignait qu'elles se moquent d'eux. Quand elle a demandé à un groupe de femmes pourquoi les femmes se sentaient menacées par les hommes, elles ont répondu « parce que nous avons peur qu'ils nous tuent ». Tu peux le trouver fascinant, mais je le méprise de chaque fibre de mon être. Ce dialogue reflète également la façon très différente dont agissent les mécanismes d'identification pour les spectateurs et les spectatrices, ainsi que leur réception d'une telle série. Et pour une fois, c'est bien la réception et la compréhension depuis une expérience de femme qui est valorisée. Il est d'ailleurs presque drôle de voir certains critiques passer totalement à côté du contenu de la série et l'accuser de faire l'apologie de la misogynie, trahissant par là leur incapacité à véritablement entendre la parole des femmes au sein de la fiction, tout obnubilés qu'ils sont à suivre les agissements des hommes. Transformer la narration, ce n'est donc pas uniquement raconter de nouvelles histoires, mais aussi s'emparer de celles 1000 fois entendues, mais en changeant radicalement de perspective pour adopter celle qui, hélas, fait encore bien trop souvent défaut, la perspective féministe. Et la bonne nouvelle, même s'il est évidemment essentiel de valoriser les productions artistiques des femmes, et à ce titre, je vous engagerai vivement à regarder une autre série produite également par la BBC, parce qu'ils sont très forts ces Anglais, une autre série qui est également sur Netflix, à savoir Happy Valley, écrite par Sally Wainwright, qui est une des meilleures représentations de la masculinité toxique qui m'ait été donnée de voir. La bonne nouvelle, donc, c'est que cette approche n'est pas réservée aux seules femmes, comme le prouve cette série créée par un homme. Le caractère très dérangeant de son protagoniste masculin tient même sans doute au fait qu'il a été créé par un allié pro-féministe parfaitement bien placé pour déconstruire la façon dont la classe des hommes, par la violence, peut travailler au maintien de ses privilèges. Et l'efficacité de cette fiction est sans doute d'autant plus grande que son format peut lui permettre d'atteindre un public non déjà acquis à la cause. Cette perspective féministe, loin de générer des personnages fades et des intrigues sans relief ou prévisibles, permet au contraire de renouveler des fictions éculées. Et nous en avons immensément et urgemment besoin, car on ne change pas une société sans modifier en profondeur ses représentations. Cette révolution des imaginaires n'est pas une bataille secondaire en marge d'un combat plus essentiel. Les fictions, si elles s'attachent à révéler de façon à la fois sensible et articulée ce qui trop souvent reste occulté, minoré et normalisé, peuvent devenir un formidable moteur de changement et mettre ainsi à bas l'intolérable fabrique du consentement à la domination, afin que nous puissions, toutes, demeurer résolument ingouvernables et ingouvernés.